bienvenue aux rencontres de l'écologie politique, aux deuxièmes rencontres de l'écologie politique, puisqu'il y en a eu il y a 3 ans. Et cette année, donc, le thème, c'est réparer, transformer, et on pourrait mettre aussi faire du lien. C'est ce qu'on disait hier soir, et ça a fait écho à la conférence d'hier soir, que je ne vais pas vous refaire maintenant. Donc nous avons autour de la table 3 personnes qui vont... Pardon ? 3 femmes, oui. On ne chambarde pas. Donc les interactions avec la salle sont possibles. 3 personnes que nous avons vraiment beaucoup de chance d'accueillir aujourd'hui. Personnellement, je vais donc animer la conférence. Je m'appelle Claudine Drillon. Je suis coprésidente d'Etopia. C'est à ce titre que j'ai pu en partie co-organiser ce début de matinée. La conférence est prévue plutôt comme sur le mode d'une conversation, parce que nous avons un point commun toutes les 4, c'est que nous n'aimons pas les PowerPoint. Donc voilà, si vous vouliez vous perdre dans une belle image, vous en aurez une, mais une seule. Donc nous avons à nos côtés Geneviève Pruvot, à votre droite, à ma gauche, qui est sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements sociaux, ES à Paris. Elle a écrit Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance, que je vous engage vraiment à lire. Il y a un problème, c'est qu'il n'est pas sur la table là-bas, mais donc courez chez votre libraire indépendant pour l'acheter. Il est vraiment passionnant, mais elle va en parler, je ne vais pas spoiler. Hein. Il va arriver. Ah, ben génial, vous l'aurez à la pause. Formidable. Catherine Larère, professeure émérite à la faculté de philosophie, à ma droite donc, du côté gauche, à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, philosophe, spécialiste de l'éthique de l'environnement, autrice de Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophique et les inégalités environnementales, mais il y en a bien d'autres, et je n'en ai mis qu'un ici, Catherine, je ne sais pas lequel vous voudrez qu'on mette en exergue. Un sur l'écoféminisme qui vient de sortir. Un sur l'écoféminisme, et celui-là est ressorti hier en livre de poche. Ah, voilà. Génial, merci Catherine. Et alors Nadia Aissaoui, qui par ailleurs est une amie de longue date, mais qui est sociologue surtout, titulaire d'une licence de l'université de la Sorbonne aussi. Vous n'êtes pas connue là-bas ? C'est grand, oui, c'est vrai. Qui est membre du Fonds pour les femmes en Méditerranée, le FFMed, qui est formatrice en politique du self-care. Ça aura sûrement de l'importance pour ce qui va être dit ce matin. Un self-care dans les associations féministes, traductrice d'ouvrages de sociologie politique, et avec qui nous avons eu le plaisir, avec d'autres collègues qui sont dans la salle, d'écrire un livre qui s'appelle Polyphonie écoféministe, qui est paru au Monde selon les femmes, qui est une ONG où je travaille aussi. Je crois que pour installer les choses, ça suffit. Hein ? Merci. Alors voilà, la sobriété ou l'essentiel au quotidien, c'est déjà un peu une provocation, je crois, pour des féministes que de qualifier les choses comme ça. Nous avons donc prévu que les participants prennent chacune la parole à tour de rôle, et puis vous aurez la parole aussi pour relancer la discussion. La sobriété est souvent vue comme un vilain mot. Est-ce qu'on peut se la réapproprier, reclaim, comme on dit en écoféminisme, et comment et pourquoi ? Je lance comme ça, mais vous pouvez répondre à une autre question si c'est plus important. Catherine, vous avez la parole. Moi, j'aurais envie de commencer par dire, selon moi, ce dont on dit de la sobriété qu'elle est et qu'elle n'est pas. Hein. Je pense que si c'est un vilain mot, comme il a été dit, c'est peut-être que on la prend mal ou on la comprend mal. Alors, je voudrais souligner ce qui me paraît un certain nombre d'erreurs ou de définitions qu'il faut remettre en cause si on veut parler de la sobriété un peu sérieusement. Bon, premièrement, alors, je précise que quand je ne fais pas de la philosophie de l'écologie, je fais de la philosophie, de l'histoire de la philosophie plus classique, et donc j'ai une formation et pour moi, sobriété, ça rime les traductions de grec et de latin que je faisais quand j'étais étudiante, et donc sobriété, modération, tempérance, hein. Donc un peu ennuyeux de fait, mais entre deux excès. Or, je crois qu'en ce moment, on ne définit la sobriété que par rapport au trop. Hein. La sobriété, c'est le refus du gaspillage, c'est le refus donc de trop consommer, de trop dépenser.
Et on assimile presque la sobriété à l'excès inverse, qui est l'austérité et la pauvreté. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que la sobriété, ça n'est pas l'austérité. Et j'avais été particulièrement choquée il y a à peu près un an, quand une secrétaire d'État française du gouvernement français, du côté de la masse de secrétaires d'État qu'il y a autour de l'écologie, de l'énergétique, etc., bon là, il y a une quantité, avait parlé de la pauvreté comme une sobriété contrainte. Alors, j'avais été doublement choqué. D'abord du fait qu'on n'ose pas appeler les choses par leur nom, c'est qu'on n'ose pas appeler des pauvres comme des pauvres. Hein, ça serait d'une certaine façon se critiquer. Donc on prend une périphrase qui est une euphémisation. On dit sobriété contrainte. Et c'est dire la sobriété. Alors il y a un an, c'était le moment où en France, le président Macron avait dit c'est la fin de l'abondance, etc., etc. Il faut de la sobriété. Et donc la sobriété, c'était qu'on devienne tous pauvres, finalement. Hein. La différence qu'il y avait, c'était entre la sobriété contrainte, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, et la sobriété volontaire, ceux qui vont se transformer en pauvres. Donc c'était à la fois insupportable socialement, ce qu'elle disait, et à mon avis, faux sur la sobriété. Le deuxième point, c'est que on définit la sobriété comme un geste individuel, comme une action individuelle, alors que, c'est-à-dire que c'est à chacun de limiter sa consommation. Alors, je crois que l'image de la sobriété, c'est pas de gaspillage alimentaire, c'est pas de gaspillage énergétique, etc. Donc une limitation volontaire de la consommation, alors que nos actions individuelles, elles sont rendues possibles par des structures collectives qui peuvent être matérielles ou administratives. Je veux dire, quand on habite dans une passoire thermique, la sobriété énergétique, ça n'a pas le même sens que quand on est dans un immeuble passif. Hein. Quand il y a des formes de consommation forcée, si on doit prendre une voiture pour aller travailler, la sobriété, là aussi, ce qu'on peut faire individuellement, ça n'a pas grand sens. Donc, de ce point de vue-là, je pense que s'intéresser à la sobriété, c'est voir quelle sobriété est possible. Et donc s'intéresser à des structures collectives qui peuvent être, je vous dis, des rapports sociaux ou un ensemble de lois, de cadres administratifs. Et le troisième point aussi, c'est qu'on définit la sobriété essentiellement par rapport à la consommation définitive. Et donc là aussi, une sorte d'injonction individuelle, alors que je pense que la question de la sobriété, ça se définit aussi au niveau de la production. Et que quand on regarde l'histoire du pétrole, par exemple, on se rend compte à quel point il y a eu un gaspillage. Il y a toujours un gaspillage de pétrole. On laissait les puits de pétrole fuir. Il y a eu un gaspillage énorme. Donc je crois que la question de la sobriété, c'est quelque chose qui se joue d'abord au niveau de la production. Donc, ce que je voudrais remettre en cause, et qui peut expliquer que c'est un vilain mot, que c'est une image d'une injonction faite individuellement à des consommateurs ou des consommatrices qui n'ont finalement très peu le choix. Et je pense, de ce point de vue-là, si on définit des objectifs de sobriété, donc ni austérité, ni gaspillage, plutôt qu'abondance, à ce moment-là, on les définira politiquement, collectivement, et pas seulement dans la consommation individuelle. Voilà, je voulais commencer par dire, je ne sais pas si on est d'accord, ce sur quoi je pensais que dont je pensais que la sobriété n'était pas. Alors, absolument, je vais complètement dans le sens de votre idée. Et
pour ma part, pour avoir travaillé sur le livre des polyphonies écoféministes, j'ai été appelée en France à interviewer des associations de femmes des quartiers populaires. Et ça a été un travail, bon, malheureusement c'était pendant le Covid, donc je n'ai pas eu le plaisir d'être avec elles en présence, mais on a par la suite eu beaucoup d'échanges. Et sur cette question-là de la sobriété, c'était très intéressant parce que on se pose beaucoup la question de ce que peuvent nous apporter les quartiers populaires à ce niveau-là. Et je partage complètement l'idée que la sobriété n'est pas l'austérité. Et les quartiers populaires ne peuvent pas être sommés à la sobriété puisque, justement, ils vivent dans des passoires thermiques, dans des lieux, des espaces irrespirables, pollués, etc. Et en discutant avec ces femmes, j'ai réalisé que leur action quotidienne était une forme de mobilisation politique, écologique, pour vivre, respirer, rendre nos territoires respirables, comme elles disent, et pour assurer une certaine forme d'écologie, de sécurité pour leurs enfants. Et on évoquait hier, j'avais entendu dans la conférence introductive, la notion de corridor ou de couloir de consommation, qui fait qu'on ne peut pas vivre en dessous du plancher de ce couloir. Et là, on est typiquement dans l'austérité et pas au-dessus, puisque après, on est dans la surconsommation. Mais toute l'idée, c'est comment arriver dans les quartiers populaires à remonter, justement, à améliorer les conditions de vie pour que la sobriété soit possible. Toutefois, il y a, en observant la vie dans ces quartiers, une pratique sobre de la consommation qui est contrainte forcément et qui, à mon sens, est très instructive parce qu'elle nous conduit à réfléchir aux conditions qui pourraient faire qu'on puisse politiser la sobriété. Et politiser la sobriété, c'est en faire justement une dynamique collective. Ça n'est pas juste une pratique individuelle comme nous, on peut faire, mais c'est comment on politise la sobriété, c'est rendre ce projet-là désirable. Désirable collectivement. C'est décider d'être ensemble dans cette démarche de sobriété. Ça veut dire quoi en termes de conditions à réunir pour que ce projet fonctionne? C'est d'abord de faire communauté. La première chose est là. Et faire communauté, quand on regarde le travail qui est fait dans les quartiers populaires, c'est une pratique qui est passionnante à ce niveau-là parce qu'elle se fait dans des cadres qui sont en dehors du cadre de la consommation culturelle, de la consommation, j'allais dire, commerciale, etc. Regardez les rassemblements dans les associations, le travail qui est fait, aller juste se poser dans un salon de coiffure pour voir ce qui s'y passe. Au-delà, la dimension esthétique est secondaire par rapport à la qualité des échanges, des tissages qui se font autour des vies, autour de la vie communautaire, autour de ces femmes qui ramènent des sacs de vêtements pour les passer à la voisine qui était là, pour les transmettre à ses enfants. Tout ce travail organisé autour du non-gaspillage, la façon dont elles font leurs courses en recyclant les emballages, en gardant... Voilà, tout ce travail autour de la sobriété qui est fait de manière tout à fait naturelle est très instructive. Faire communauté, ça veut dire aussi regarder ensemble ce que, je crois que c'est Mariamis qui appelait ça, c'est les communs négatifs. L'image des communs négatifs, c'est quels sont, regardons ensemble nos déchets, et les intégrer dans notre écosystème de façon à ce qu'on se sente responsable de leur réintégration aussi dans l'écosystème. Et réaliser ceci fait qu'on perçoit de manière palpable ce qu'on jette, puisque jusque-là, nos déchets sont une abstraction à partir du moment où ils sont dans le bac à l'extérieur de la poubelle, et on ne cherche plus à savoir dans quel système ils vont être détruits ou recyclés. Alors que toute l'idée de regarder nos communs négatifs, c'est véritablement prendre conscience de ce qu'on produit comme déchets et éventuellement arriver à en produire le moins possible ou du moins les réintégrer dans notre écosystème.
Faire communauté aussi, c'est d'une certaine façon créer des conditions de socialisation. Aujourd'hui, en France, dans les quartiers populaires, depuis l'an 2000, la tendance à la rénovation, parce qu'on entend beaucoup le discours de la rénovation urbaine, les politiques de la ville, etc. Mais depuis l'an 2000, toutes les politiques, la grande majorité des politiques de rénovation urbaine sont axées sur la question sécuritaire et pas la question sociale. La question sécuritaire, à savoir de limiter au maximum les espaces de rassemblement, parce que ça pose un problème sécuritaire. D'ailleurs, ils font, au niveau de l'urbanisme, ils ont des référents sécuritaires pour adapter la politique de la ville à ça. Les terrasses, les toits des immeubles sont plats pour pouvoir mieux observer ce qui se passe, l'installation, l'investissement dans les caméras de surveillance, etc., et l'enlèvement des bancs publics. Tous ces éléments de socialisation qui servaient au rassemblement, à la rencontre des gens, sont enlevés de plus en plus. Et cette rénovation qui fait que, eh bien, elle finit par augmenter les prix de certains quartiers qui sont en train de se gentrifier et chasser encore plus les populations plus en périphérie, alors qu'à l'origine, il était question de favoriser la mixité sociale, ce qui est de plus en plus compliqué à réaliser. Donc ces espaces-là de rassemblement, malheureusement, sont dépouillés de cette essence, de cet esprit de créer la vie collective dans l'espace. Ces femmes-là avec lesquelles j'ai travaillé et que j'ai interviewées font tout le travail inverse, militant, c'est-à-dire comment se réapproprier le territoire. Parce que s'investir dans la sobriété et le travail sur l'environnement, il faut avoir un rapport d'appropriation de son territoire, se reconnecter. Or, dans les quartiers, il est malheureusement difficile de se réapproprier le territoire, à la fois pour les femmes parce que la sphère publique est compliquée d'accès, mais aussi parce que la question sécuritaire se pose de nouveau. Et il y a ici, des femmes me disaient, nos enfants ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur, ils ne se sentent pas chez eux parce que la violence policière est présente, parce qu'il y a un rapport quasiment colonial, violent vis-à-vis de l'investissement de l'espace public, où les jeunes en particulier sont tout de suite suspects de criminalité ou de délinquance, etc. Donc se réapproprier le territoire est, me semble-t-il, un élément très important dans ce faire communauté ensemble. Les femmes, par ailleurs, donc, ont beaucoup d'initiatives dans ce sens, puisque elles, pour le nombre d'entre elles, apprennent à faire du vélo, elles vont dans les parcs, elles occupent les espaces, elles font des actions dans l'espace public, et puis aussi se réapproprient une histoire, puisque elles, les organisations, les associations, emmènent les femmes des quartiers populaires dans les grands musées parisiens pour qu'il y ait une continuité un peu, pour qu'elles aient accès à ces espaces de culture. Et il y a, me semble-t-il, dans ce faire communauté ensemble, quelque chose à retenir de la façon dont ces communautés fonctionnent, qui sont tissées, solides, solidaires. Faire communauté nationale ou même territoriale, c'est aussi arriver à intégrer toutes les autres communautés existantes en enlevant les clivages ethniques, religieux, etc., pour pouvoir regarder ensemble d'abord nos communs négatifs, mais aussi comment on peut rendre désirable ce renoncement auquel on va devoir recourir, ou en le politisant collectivement. Donc la réappropriation du territoire est très importante. Et puis, j'allais dire, juste pour finir, mais on y reviendra, et ça peut peut-être paraître naïf, je dirais retrouver le sens de la fête, au sens où Georges Bataille l'entendait, c'est-à-dire avoir cette espèce de désir d'être ensemble dans quelque chose de subversif. Pas la fête au sens rituel du terme qui rentre dans la tradition, mais quelque chose
perversif, comment on dit, subversif, quelque chose de subversif qui ferait que on ait cette énergie, ce désir d'être ensemble qui est festif pour pouvoir envisager un avenir commun par rapport à cette fatalité cette question de l'environnement qui nous accable. Donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur qu'est-ce que nous apprennent les quartiers populaires et quel est le lien en fait entre l'écologie populaire qui est pratiquée aujourd'hui et l'écologie politique. Pourquoi est-ce qu'il y a un clivage aussi important? Ça, c'est une question aussi qui a été posée. Moi, j'aurais plutôt envie de parler d'abondance, mais en resituant la notion de sobriété dans la grande histoire de la production-consommation, et qui fait qu'on arrive à la création de toutes pièces pleinement manufacturées d'un monde quotidien où tout doit être acheté et avoir été produit antérieurement, et qui remplace des sociétés de paysans, artisans, paysannes, artisanes, qui, elles, n'étaient pas nécessairement dans l'abondance. Il ne s'agit pas évidemment d'être dans une sorte d'imaginaire complètement idéaliste, mais en tout cas avaient à cœur non pas d'organiser la sobriété, mais la redistribution. Et donc là où je voudrais en venir, c'est que pour parler de définition, si on parle du quotidien, qu'est-ce que le quotidien? Il y a plein de définitions, mais il y a une définition que j'aime beaucoup, qui est d'Henri Lefebvre, qui dit le quotidien, c'est pas une sphère à part, comme on parlerait de vie privée, c'est un régime d'attention très particulier qui fait qu'en fait, on peut se mettre en veille, en quelque sorte, parce qu'on rentre dans des habitudes qui sont incorporées. Et c'est aussi un lieu, un espace-temps où on peut tester des nouvelles possibilités. Donc, il fait du quotidien un ferment révolutionnaire, puisqu'on est entre familiers. Et entre familiers, on peut tester des choses. Donc, le quotidien est partout. Il est au travail, il est dans la rue, il est éminemment politique, mais c'est un régime de familiarité. Et quel est le problème du quotidien? C'est quand on ne réfléchit plus à comment... C'est ce qui permet de ne pas réfléchir à comment on mange, comment on dort, parce qu'on est en prise avec un certain nombre d'habitudes. Le problème, c'est quand le capitalisme a, et ça c'est un mot que j'aime pas, mais qu'utilise le fait, à coloniser, il emploie ce terme-là, mais tout le quotidien. Et donc là, effectivement, on n'a plus besoin de se poser un certain nombre de questions. Et l'écologie populaire, évidemment, continue. Elle n'a jamais cessé de se poser ces questions, puisqu'évidemment, qui peut se permettre de ne pas penser relativement à son quotidien? C'est des gens relativement nantis ou sur des rails de consommation-production. Donc tous les exclus de ces rails-là n'ont pas une quotidienneté appareillée, très facilitée, et donc de l'écologie populaire, mais aussi vernaculaire, paysanne, des pays du Sud. Il y a à apprendre cet art de la redistribution, de l'abondance, et qui est une abondance du coup fondée non pas sur la sobriété comme dans le deuxième sens négatif que tu avais défini, mais qui est une abondance fondée sur la capacité extraordinaire de certaines matières à se régénérer. Pas toute seule, il n'y a pas d'elle-même, mais avec une coopération interespèces dont les humains et humaines font partie. Et donc le problème qu'on a, c'est quand on nous oblige à avoir une quotidienneté en étant obligé de passer par la consommation finale et sans avoir la capacité d'être en lien de coopération avec des matières qui peuvent se régénérer. Or ça, c'est la définition très stricte de ce que c'est qu'une société paysanne ou des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont la possibilité de s'appuyer sur ce renouvellement des matières. Et donc, le problème auquel font face les écologies populaires et les pays, enfin tous les espaces-temps soumis à la société de production-consommation, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la subsistance directe, il n'y a pas de domaine vivrier, il n'y a pas d'agriculture sur tous les bords de chemin qui était le lot commun de tous les pays, y compris industrialisés, jusqu'aux années 1960. Et donc, il y a au pire, je dirais, un jardin partagé un peu loin, et donc qui est le contraire de ce qu'il faudrait, puisque pour avoir de l'abondance, c'est au pied de chez soi, parce qu'en fait, on a des personnes âgées dont il faut s'occuper, des enfants en bas âge, des tas de choses à faire, et que donc on ne va pas faire
tout un circuit calibré par l'urbanisme pour ce type d'activité. Donc, du coup, cette abondance-là, c'est ce qui permet précisément, quand elle est à portée de main, à échelle pédestre, elle permet d'avoir des circuits de redistribution ajustés. Et donc, ce que ne permet pas pour moi le concept de sobriété, puisque c'est comme si on mettait en équivalence tout le monde, et alors que là, on se retrouve dans une perspective féministe avec quelque chose de très très répertorié par les féministes, qu'on va appeler le care ou le soin, et le soin qui consiste à bien redistribuer l'attention, les subsides aux gens et aux tout type d'entités au moment où ils en ont besoin. Et c'est une sorte de véritable tour de force qu'en général on voit quand une vie domestique roule à peu près, comme on dit. C'est que c'est exactement ce type de choses qui se passe. Et donc là, c'est ce qui permet d'avoir des partages d'abondance. Et donc oui, sobriété, oui, pour la sobriété de la production-consommation, mais abondance pour la possibilité en tout cas matériel, d'avoir accès à des espaces de subsistance directe. Parce que ça, c'est ce qui permet, de mon point de vue, de se passer très largement de la production-consommation et aussi de tout une cohorte de professionnels qui ont pris en charge en fait la subsistance commune et qui sont bien trop peu en fait pour le faire. Donc l'avantage de penser en termes de quotidien et en termes aussi féministes et domestiques, c'est de réintroduire la nécessité de l'action domestique et ménagère à tous les niveaux pour sortir aussi d'une division du travail qui ferait qu'il y en a qui seraient en charge de s'occuper de nos besoins primaires pendant que d'autres auraient d'autres activités. Là aussi, c'est une exceptionnalité dans l'histoire des sociétés humaines qu'on en soit arrivé à ce degré de division du travail. Et donc, il y a un tropisme peut-être parfois important parce qu'on vit dans cette société de production-consommation qui nous a reconfiguré complètement la question de la division du travail, et donc d'imaginer qu'il faudrait qu'il y ait des professionnels de la sobriété, du recyclage, qui prendraient en charge pour nous ce type d'action vertueuse et écologique, alors que quand on se place à une échelle domestique et qu'on considère que le domestique, c'est l'affaire politique par excellence, parce qu'évidemment les sociétés de chasseurs-cueilleurs, chasseuses et paysans et paysannes ne parlaient de rien d'autre que de la question ménagère, en fait. Et si ça devient là au centre de la vie politique, on parlera du coup moins de sobriété et plus d'abondance. Merci beaucoup, Geneviève, Catherine, Nadia. Je disais hier en préparant, on est peut-être pour les féministes en tout cas, dans la 4e vague du féminisme qui serait le quotidien et politique, comme tu l'as écrit comme titre. Je me permets de tutoyer là maintenant. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés en retard. Plein d'amis dans la salle maintenant. Ouais, c'est chouette de vous voir, ça fait chaud au cœur. Les autres aussi qui étaient à l'heure aussi, ça m'a fait plaisir de vous voir. On s'était dit aussi que ce moment, c'était un moment aussi pour prendre soin de nous, du lien. Donc je vais vous proposer quelque chose comme le fait Rob Hopkins. Vous avez peut-être déjà été à ces conférences où on est obligé de parler à son voisin et sa voisine. Donc vous allez, avec quelqu'un qui est derrière vous, à côté de vous et tout ça, je vous propose de prendre 3 minutes. Comme ça, nous, on va se reposer un peu. Il n'y aura pas de mise en commun. Mais je vous impose de partager quelque chose où vous avez pris soin du vivant aujourd'hui matin, ou quelque chose qui vous a mis en lien avec cette abondance à redistribuer. Donc vous voyez, un écho d'une chose concrète que vous avez vécue depuis que vous êtes levé. Je sais qu'il y en a qui sont partis à 6h30 ce matin. Donc voilà, et partagez à 2 ou 3. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine ou derrière. 3 minutes. C'est comme ça qu'on va changer le monde aussi. Par la contrainte. Et l'autoritarisme. Claudine, présidente, Claudine, présidente.
Oui. Oui, alors si vous entendez pas bien là, on leur fait pas poser des questions. Parce que moi, il y a un truc que j'ai pas encore dit, qui est un jugement de Thomas More dans l'Utopie que j'aime bien, et qui fait hurler les économistes en général quand je le dis. C'est quand on a peur de manquer, on cherche de voir. Et ça, je trouve ça très juste. Voilà, vous pensez tout doucement, mais encore un petit peu, mais vous pensez à clôturer, veillez à ce que chacune ait pu prendre la parole. Voilà, voilà. Les gens que je n'ai pas embrassés peuvent passer à la fin, je leur ferai un bisou. Parce qu'il y en a à qui j'ai dit bonjour et d'autres pas. Non, je rigole, pardon. Donc effectivement, si transformation il y aura, bien sûr, ce sera aussi dans le lien. Oh, par exemple, je n'ai pas dit bonjour à Séverine. C'est parce qu'elle est députée écolo, alors... Alors, nous allons reprendre le tour de parole, et puis vous aurez, vous, la possibilité de poser des questions. Je ne vais pas chaque fois vous faire un exercice, quoique si vous en redemandez. Dans le tour des présentations de livres, il y a aussi celui de Nadia Essaoui, que je vous conseille, qui s'appelle « Contre le harcèlement sexuel », qui est très bien fait, qui est à destination des adolescents et des adolescentes. C'est peut-être pas tout de suite en relation avec la sobriété, quoique.
Tu nous diras. Tout est dans... Chez les féministes, tout est extrêmement lié, effectivement. Alors Catherine, tu avais envie de réagir d'une manière un peu... Vas-y. J'avais envie enfin, dans le même esprit que j'avais commencé, qui était il ne faut absolument pas chercher la sobriété du côté de ce qu'on essaie de nous imposer. On essaie de nous imposer une injonction à diminuer notre consommation de façon individuelle et aller à l'austérité dans une société qui entretient au contraire, non pas l'abondance, mais le souci du toujours plus. Et de ce point de vue-là, il y a une phrase de Thomas More, ce philosophe, disons, humaniste du XVIe siècle, qui a inventé le mot utopie, publié donc, au début du XVIe siècle. Et à un moment, quand il décrit la ville d'utopie et la façon, il y a une sorte de marché collectif où c'est assez patriarcal, où les chefs de famille vont se servir et ils se servent de ce dont ils ont besoin. Et à l'idée qu'on pourrait dire, est-ce qu'ils n'en prennent pas trop, Thomas More fait la remarque générale que quand on est sûr de ne pas manquer, on ne cherche pas à avoir trop. Et donc, c'était ça que je voulais un peu lancer dans la discussion, l'idée que la sobriété au sens positif, c'est-à-dire au sens, comme vous le disiez toutes les deux, du quotidien, du lien à la subsistance, de la redistribution, eh bien, elle existe dans des sociétés ou dans des groupes sociaux où on peut avoir, je ne dis pas l'assurance, mais une sorte de sécurité qu'on ne risque pas de manquer. Et qu'on ne risque pas de manquer, ni, je dirais, matériellement, ni symboliquement. Les sociétés dans lesquelles nous vivons au contraire, entretiennent l'idée qu'on n'a jamais assez et qu'on peut toujours désirer un peu plus. Et donc entretiennent aussi la quasi-certitude qu'on n'aura jamais assez, qu'on manquera toujours. Donc c'est un peu une course à avoir de plus en plus par peur de manquer. Voilà, c'était ça l'idée que je voulais lancer et voir... avec mes deux co-intervenantes, si ça résonnait chez elles. Voilà. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que en fait, venant moi-même d'une société, je suis d'origine algérienne, donc ayant vécu dans un village où on était loin de toutes ces questions de consommation, je crois que tout à fait cette peur de manquer, d'abord, elle est induite. Donc, il n'y a qu'à voir pendant la période du Covid où quand on nous a dit « attention, on ne va plus avoir de papier toilette bientôt », où tout le monde s'est jeté sur les supermarchés, il n'y en avait plus de disponibles, ça crée cette angoisse. Mais je crois que de ce que j'ai vu dans les quartiers populaires, la façon dont les gens se tiennent ensemble, il y a à la fois cette sécurité symbolique, comme vous dites, mais il y a aussi cette question du sens. Quel est le sens dans la vie et cette folie de consommation qui est suggérée et qui est une injonction est à mon sens une course vers le sens, une perte de sens au sens même spirituel et du rapport à la vie au quotidien. On n'a plus ce temps-là, on n'a pas la possibilité de ralentir pour se questionner sur le sens de notre existence les uns avec les autres, qui est extrêmement nourricier, j'allais dire, extrêmement sécurisant. Et je vois bien que, évidemment, dans les quartiers, il y a de la pauvreté, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité dans le fait que les gens savent qu'ils sont là les uns pour les autres. Et cette capacité à pouvoir passer du temps ensemble et tisser ce type de lien, il contribue, me semble-t-il, à combler cette espèce d'angoisse, cette espèce de vide que la société de consommation nous propose de combler
par l'achat, par l'acquisition d'objets inutiles, de choses en permanence à réactualiser pour calmer nos angoisses de vide existentiel. Et je crois que c'est un des éléments qui me semble important du point de vue à la fois spirituel, symbolique et du point de vue social. Plus, à mon sens, le tissu social est solide, plus la solidarité est importante, plus le temps pris, le ralentissement dans nos vies, le temps que nous prenons à méditer sur nos vies ensemble, à profiter de nos vies, est important pour se détacher de cette folie de la consommation et pour revenir à des formes de subsistance ou plus sobres parce qu'elles ne sont pas génératrices d'angoisse de ce vide-là. Voilà. Bon, je crois que vous n'avez pas entendu. Il semblerait que le micro n'ait pas été mis suffisamment proche. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou que tout à l'heure? Oui, j'ai vraiment parlé contre le micro. Donc oui, on se sent plus... on n'a pas besoin de... Quelle était la formule déjà? C'est quand on a peur de manquer qu'on demande trop, voilà, qu'on cherche à avoir trop. Et donc, dans cette fameuse peur de manquer, j'aimerais dire peur de manquer de quoi? Et en fait, là, je vais revenir à mes histoires de subsistance, parce qu'en fait, la peur du manque fondamental, à mon avis, c'est quand on a les légumes et qu'on n'a pas les graines. Et donc, parce que là, on sait qu'une fois qu'on a mangé les légumes, on n'a plus les moyens de les replanter si on n'a pas gardé les graines. Et donc, moi, je trouve ça très singulier, même d'un point de vue historique, de ce qu'on envoie aux populations qui n'ont plus les légumes. J'avais lu dernièrement quelque chose sur la ville de Metz qui était assiégée et les Anglais avaient envoyé des graines aux Messins. Et aujourd'hui, on n'envoie pas, on pense pas à envoyer les graines. Et donc, en tout cas, ça fait pas, c'est pas urgemment ce dont on va doter des personnes qui sont dans le manque. Et donc, pour avoir des graines, ça suffit pas d'avoir des graines. Il faut avoir des terres. Et donc là, c'est la deuxième étape, l'insécurité profonde et ne d'avoir accès à aucune terre sur laquelle on pourrait ni extraire quelque chose de potable, ni de comestible, que ce soit en accès par glanage ou en accès communal, et aujourd'hui, c'est malheureusement en accès majoritairement propriétaire. Et donc, cette insécurité-là, elle est gigantesque. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur les alternatives écologiques radicales, de gens qui remettent en place des cycles vivriers, notamment sur un plan à la fois domestique mais aussi militant, il va de soi que quand on m'oppose toujours, oui mais comment font-ils, ils ne pourraient pas vivre sans l'État-providence, ils ne vivent pas dans l'angoisse de ne pas avoir assez d'argent, etc. Et je peux voir à quel point le fait d'avoir tout d'un coup accès à ce fameux lopin de terre ou ce bout de rivière, on ne parle pas aussi de la mer, mais ça fait aussi partie des éléments nourriciers, un bois, suffit à juste éteindre une éco-anxiété fondamentale. Et donc, moi, ça me fait penser à la formule de Maria Miss, dont on a déjà parlé, qui a écrit avec Veronica Bennell-Thompson cette livre magnifique qui s'appelle La subsistance. Elle dit nos sociétés de production-consommation lui font penser que nous sommes comme des poules élevées en batterie qu'on lâcherait du poulailler et qui serions incapables de picorer le moindre verre. Et parce qu'on attendrait le grain qui tombe. Voilà. Et donc, moi, je me dis, donc, ce rapport au manque, et donc, quand on en manque de ces fameuses graines, comme on sait qu'avec des graines, pour prendre cette métaphore, en fait, on peut avoir bien plus qu'un légume, mais des centaines de légumes, c'est aussi un autre rapport à la redistribution. Et ça crée que ne peut pas permettre le don d'objets en consommation finale, parce que là, une fois que c'est mangé, c'est mangé. Donc là, je pense que tout ça crée également de la solidarité communautaire, mais qui est aussi liée à la capacité de la matière. Voilà. Merci.
Je vais me permettre de répondre à la question de Catherine aussi avant. Ayant pour défaut aussi d'être syndicaliste, je pense que la sécurité sociale a été ce moyen, et il le reste, même si on nous fait croire qu'elle ne l'est plus, de redistribution, de l'abondance même, et qu'elle a été ce moyen, à la moitié du XXe siècle, d'apaiser les angoisses par rapport à tout ce qui peut nous arriver de difficile dans la vie, la maladie, la vieillesse et tout ça. Et donc, plusieurs écoféministes, plusieurs écologistes plaident pour un nouveau pilier de la sécurité sociale, pour qu'on ait une sécurité sociale environnementale ou écologique, c'est comme on voudra. Et vous verrez sans doute, vous l'avez déjà vu, et alimentaire. Mais on pourrait mettre tout ça dans le 6e pilier. Alors on va dire, oui, comment on va financer? Alors si vous allez voir l'expo qui est là sur les inondations dans la région de Liège, je viens de Liège, comme mon accent vous laisse sans doute deviner, eh bien, ces 50 000 personnes qui ont dû être déplacées suite aux inondations en 2021 montrent vraiment qu'une sécurité sociale écologique au sens large est nécessaire, parce que nous devons partager aussi ces risques-là. Il ne s'agit plus seulement de risquer de tomber au chômage ou d'être malade, ou d'être retraité et donc de bénéficier d'une retraite, mais aussi en cas de catastrophe écologique, d'être pris en charge par la collectivité, dans ce sentiment de redistribution. Ce n'est pas qu'on nous fait l'aumône, c'est une redistribution. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est dans une solidarité froide, comme on le dit, qui nous paraît très très loin. La solidarité sociale, la sécurité sociale, ça nous paraît un truc où il faut remplir des formulaires et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose à remettre comme quelque chose qui nous tient à cœur, réclamer cette sécurité sociale, l'augmenter et briser, mais ça fait référence à la conférence d'hier, briser cette croyance qui nous a été, qui n'est pas tout à fait fausse au niveau économique classique, mais on est dans une économie hétérodoxe aussi, cette croyance qui voudrait que la sécurité sociale n'est possible que s'il y a croissance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, dans nos têtes, doit évoluer. Voilà, c'était ma réaction à Thomas More, mais qui n'a pas connu la Sécu, donc je lui pardonne bien gentiment. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Nadia. Je dirais que l'utopie de Thomas More est une utopie de la sobriété. Hein. En gros, c'est quelqu'un de chez vous, côté flamand, dont le nom m'échappe, qui a fait un livre sur les utopies écologiques et qui distingue 2 types d'utopies. Les utopies de la sobriété, dont l'utopie de Thomas More est un exemple. Hein. On s'y habille simplement, on travaille que 4 heures par jour, ce qui, au XVIe siècle, bon, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on vit sobrement. Et puis, les utopies de l'abondance, qui sont beaucoup les utopies du XIXe siècle, hein, genre Fourier, alors qui ont de très bons aspects, mais où on a non seulement... On ne sait pas qu'on a ce dont on a besoin, c'est qu'on a plus de ce dont on a besoin. Et bon, c'est pour ça aussi que je citais Thomas More, parce que on peut présenter comme une alternative sociale positive, et on peut s'interroger sur à quoi il faut penser pour penser positivement des rapports sociaux sobres. Alors, je voulais vous raconter pour illustrer un petit peu ce que nous débattons aujourd'hui, et ça me fait penser, ton histoire sur les graines m'a fait penser à un collectif syrien qui s'est constitué, qui s'appelle Nos graines, nos racines. Et donc, comme les Syriens, vous le savez, pour la plupart ont été obligés de quitter leur pays à cause du règne de Bachar al-Assad et toute la guerre atroce qui en a suivi. Ceux qui sont partis, eh bien, il y a un collectif qui s'est constitué pour être des passeurs de graines. Et en fait, ils ont collecté des graines pour éviter d'abord qu'elles ne soient détruites dans les champs de culture. Ils ont fait des collections de graines d'espèces endémiques et de ce qui est cultivé en les passant clandestinement à travers la frontière à la fois libanaise et turque, pour pouvoir les redistribuer dans les camps de réfugiés en Turquie et au Liban, pour qu'elles puissent être cultivées. Et il y a comme ça, j'ai vu une exposition extraordinaire la semaine dernière à Paris, de ces lieux-là, de ces espaces qui ont été, ces lopins de terre qui ont été récupérés sauvages,
et recultivées dans lesquelles ces graines repoussent. J'ai trouvé ça très très émouvant parce que ça montre aussi que eh bien, le rapport à la terre est très très important, surtout en situation d'exil, mais aussi ça permet aussi de transmettre ça, de transmettre dans le pays dans lequel on est accueilli. Et par rapport à ça, je pensais aussi à une autre expérience dont on parle dans le livre, je crois, ou dans ma note de synthèse, je ne sais plus. C'est le collectif Zone Sensible en Seine-Saint-Denis, voilà, qui exploitent un terrain ou un très très grand jardin à partir de semences et de graines qu'apportent les populations de leur propre pays d'origine. Et en fait, c'est en cultivant les légumes de leur pays d'origine qu'ils viennent récolter, et c'est à partir de là qu'ils font leur propre cuisine. Donc il y a une continuité de la culture d'origine qui se mélange, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, la communauté est diversifiée. Il y a une mise en commun des cultures qui fait qu'après, ils ont organisé bien des tablés partagés, des banquets, etc., où les gens se retrouvaient pour goûter les plats des uns et des autres. Et un livre en est sorti, élaboré par une journaliste de guerre qui s'est reconvertie dans une entreprise sociale qui s'appelle les Délices de l'Ogresse, et qui reprend, qui a noté, qui a interviewé ces femmes et qui a noté des recettes à partir de ce qui a été produit. La recette d'où je viens, ça s'appelle. Et c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une forme de travail sur de quoi on a besoin et comment on fait pour le mettre en place. Et la question, c'est ça au niveau de la consommation, c'est qu'on a perdu cette capacité à évaluer nos besoins. Et je me souviens dans mon enfance que dans le village, comment on arrivait, ou les femmes en tout cas, dont je suis très admirative, arrivaient à évaluer leurs besoins sur l'année. C'est-à-dire que quand c'était la saison des tomates, elles se retrouvaient par intermittence dans les maisons des unes et des autres, et elles savaient qu'il leur fallait tant de kilos de tomates pour faire leurs réserves jusqu'à l'été d'après, ou des olives pour préparer les conserves, ou alors tant de kilos de semoule pour rouler le couscous pour tenir tant. Donc il y avait une gestion, j'allais dire, économique de l'alimentation et de la subsistance qui faisait que toute l'année, il y avait cette sécurité que, d'avoir quelque chose dans son placard, de quoi manger. Et puis, voilà. Et ça, je trouve que ça a été perdu. On a un rapport un peu abstrait à ce que nous consommons, parce que la chaîne d'alimentation est devenue lointaine. Et retrouver la terre dont nous avons été coupés, parce qu'il y a un savoir-faire qui est parti. Aujourd'hui, nous sommes tous des urbains ou semi-urbains. On se retrouve face à une terre, on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Et retrouver ce rapport à la terre, me semble-t-il, est important. Et on peut l'apprendre des communautés qui sont immigrées d'origine, parce que la plupart, et je l'ai constaté moi-même, ont un savoir-faire. Ces personnes ne viennent pas de nulle part. Elles ne sont pas des pages vierges dans leur tête. Elles ont un savoir-faire sur le travail de la terre, sur la subsistance qu'elles ramènent de leur propre histoire ancestrale, et un savoir-faire qui n'est pas exploité ici, qui n'est pas exploité dans nos sociétés. C'est dévalorisé, et elles sont là au chômage, désabusées, etc., alors que c'est quelque chose qui peut être récupéré dans le cadre d'un projet écologique de subsistance et justement de travail sur la sobriété. Oui, j'aimerais rebondir parce qu'en fait, il y a une association en France qui s'appelle A4 et qui justement essaie de partir d'expériences de migrants qui savent travailler la terre, qui ont traversé la mer et qu'on prive de terre à leur arrivée, ou alors on leur donne des terres en tant qu'ouvriers détachés dans l'agro-industrie, les grandes exploitations agricoles, où là, ils sont voués à des cueilleurs à la chaîne, et après, ils n'auront pas accès à la terre alors qu'ils savent la cultiver. Donc, c'est pour sortir de cette boucle infernale. Donc, il s'agit de remettre en lien des migrants qui savent et qui veulent travailler la terre avec des personnes qui ont des terres à redistribuer. Et donc, c'était pour rebondir vraiment sur
sur ce cycle important. Et la question des réserves, c'est pour ça que quand on parle de sobriété, il y a un point sur lequel, effectivement, l'exercice ménager, au sens très ancien et très vieux du terme, parfois j'ai envie de mettre un S pour qu'on prenne... On se dise pas, c'est pas juste briquer son meuble Ikea tout lisse et tout blanc et qui est infernal à briquer parce qu'il est lisse et blanc. Et donc, au sens, il fallait forcément dégager du surplus parce que il faut en garder un bout pour le renouvellement des matières. Donc en fait, le surplus a été complètement détaché, enfin au sens capitaliste du terme, est détaché de sa nécessité en fait économique en situation de subsistance, où de toute manière, si sobriété il doit y avoir, c'est qu'il va falloir se priver un petit peu s'il n'y a pas eu assez, parce qu'il faut garder un petit bout. Et ce petit bout, il est source d'échanges. Ce petit bout en plus qu'il faut garder et qui fait lien, puisque ça permet à tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes surplus. Et donc, c'est ce qui s'échange, ce qui reste, je dirais, dans les sociabilités rurales et populaires des quartiers, c'est justement des quartiers populaires, c'est cet échange du surplus de réserves qu'on a gardé pour les réserves et le renouvellement des matières. Et ça, c'est une logistique très, très, très impressionnante qui effectivement, dont les femmes, justement, ont été longtemps, sont encore dépositaires, mais qui étaient éminemment partagées aussi. C'est-à-dire qu'on faut pas regenrer, ça regenre quelque chose qui relève en fait d'un concernement collectif. Et dans nos sociétés de production de consommation, c'est les femmes en bout de chaîne qu'on a placées dans la situation d'avoir cette pensée ménagère organisationnelle qui permet de réguler et de redistribuer la consommation finale et ce qui reste un peu de subsistance au sein des foyers pour tenir plus d'une saison, quoi. Et ça... s'il y a une chose que c'est pas ce partage du travail domestique là, il est super important, oui. Merci. Avant de laisser la parole à la salle, tu dis à la fin, dans les conclusions de ton ouvrage, le micro et le macro se connectent dans tous les échanges. C'est pour dire que ici nous évoquons beaucoup d'expériences au niveau soit individuel, soit micro, soit presque méso. Et je pense à l'expérience. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont membres de la coopérative Paysans Artisans ? Ah, voilà. Donc, je ne vais pas dire trop de mal. Non, c'est pas ça, justement. Je voulais en dire beaucoup de bien. Parce qu'il y a vraiment un modèle là, autour de Floref et jusqu'à Namur, de aussi repasser un pacte avec les paysans, les agriculteurs, et c'est super important, jusqu'à, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que j'ai eu un mémoire sur le sujet, jusqu'à même le fait de leur dire, vous produisez autant de tonnes d'oignons, mais pas plus. Par contre, on aura besoin de carottes et de courgettes, et que cela se régule avec les 40, 50 producteurs ou plus. Je vois que tu dis oui, ok. Donc, il y a des possibilités. On n'est pas seulement dans mon potager et moi-même. On est vraiment dans quelque chose qui peut prendre de l'ampleur. Idem dans les ceintures alimentaires. Et là, je crois que le rôle aussi des instances politiques est de soutenir cela. On a dit il faut soigner, réparer et faire du lien, et pas seulement transformer à long terme. Donc, voilà, je voulais juste dire qu'il y a moyen de penser le méso et le macro avec ça. Alors, Delphine, tu nous aides ou je prends... Oui ? Ah non, c'est Géraldine, que je remercie déjà. Qui souhaite prendre la parole dans... Oh là, ben voilà, on va commencer par là. Parce que ça marche. Oui. Bon, ok, bon, ce sera après. Vous pourriez le faire passer ? On va faire une redistribution de la parole, c'est-à-dire soyez sobre dans le nombre de secondes que vous utilisez. Merci, sinon je vous interromps. Est-ce que je suis bien placée ? Oui, on t'entend bien, merci. Voilà, j'ai entendu parler de rendre le renoncement désirable et aussi de l'écologie des quartiers populaires. Je suis portugaise. C'est très difficile de parler de sobriété dans un pays du Sud. Enfin, le Portugal n'est pas un pays du Sud global, mais bon, pour l'Europe, c'est un pays du Sud. C'est un pays qui a vécu, qui a souffert l'austérité imposée par les marchés, par la Commission européenne et les institutions internationales. Et parler de sobriété, c'est inaudible. Et j'ai quand même beaucoup de doutes que quand on parle d'écologie des quartiers populaires, parce que si on demandait aux gens, bon, quand j'étais petite au Portugal,
enfin, je suis l'aînée, donc ma sœur portait mes vêtements et puis ça circulait dans la famille. Et ça allait parce que c'était une société beaucoup plus modeste. Mais maintenant, j'ai beaucoup de doutes que ces partages ne soient pas plutôt imposés. Et si on demande aux gens s'ils préfèrent partager les vêtements ou aller chez Primark acheter des nouveaux vêtements, enfin, je sais pas, je parie qu'ils préfèrent aller chez Primark. Donc, comment parler de sobriété à des populations qui rêvent encore d'une consommation à laquelle ils n'ont pas encore accès? Mon pays est entré Merci. dans la société de consommation plus récemment, donc voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre encore une ou deux et puis je repasserai la parole aux trois intervenants. T'es prêt? Oui, oui, je sais. Je ne suis pas sûre que tout le monde aura de l'espace-temps, mais on va essayer. Oui, bonjour. Je fais un petit lien à ce que vous avez dit avec Paysans Artisans, parce que je suis par exemple employé du collectif 5C, qui est un collectif de coopératives citoyennes qui font des circuits courts en Wallonie et à Bruxelles. Et ça reprend le modèle de Paysans Artisans, mais pour une quarantaine de coopératives. Donc si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas, il y en a dans toutes les régions. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Moi, ma question, elle portait plutôt sur la nuance entre sobriété choisie et sobriété subie. Et notamment aussi, vous parliez à un moment de sobriété contrainte et de faire le lien avec la pauvreté, mais je me dis qu'il faut peut-être faire attention aussi avec la nuance qu'on peut apporter avec la sobriété contrainte, mais qui serait par exemple une contrainte choisie par tous en démocratie, et qui fait le lien en fait du coup avec la nuance de ma question de sobriété subie, sobriété choisie, c'est que pour moi il y a déjà toute une série de ressources qui y sont limitées et la sobriété est imposée à tout le monde. Et il y a toutes des ressources qui pourraient finir par manquer, mais où il est peut-être encore temps de faire une sobriété choisie. Et je voulais votre avis sur la question. Merci. Simon, tu prends pour encore une question. Il y a quelqu'un par là, non? Ah, toutes les paroles sont ici. Là au-dessus, une, voilà, encore monsieur, puis on reviendra à madame, et puis je terminerai le premier tour. Géraldine, tu as vu ici après pour madame? Merci. Oui, Oui, alors d'abord, oui, c'est important que les gens puissent. C'est important que les gens puissent parler, mais en même temps, vas-y. la sobriété, c'est peut-être aussi, en l'occurrence, dans cette salle-là, se rendre compte que les gens qui parlent avec le micro ont besoin peut-être d'un petit peu de temps quand même pour. Parce que la question Ok. juste avant, ça allait tellement vite, j'étais tellement stressé que j'ai rien compris. Ok, toi tu as quelque chose Et à dire? oui, vous avez toutes, je crois, énoncé l'austérité comme quelque chose de plutôt négatif, et j'ai pas compris qu'est-ce que vous entendiez par austérité. Ok, Ah, ok. donc on va J'ai- reprendre, oui. Ma question, c'est qu'est-ce que vous entendez par austérité? Est-ce que c'est juste une différence d'affect avec la sobriété? Parce que c'est pas le cas dans toute l'histoire de la philosophie que austérité c'est négatif. Ok. Et une deuxième question, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire la sobriété pour la production ou l'activité intellectuelle? Bon, Catherine, vous allez rester toute l'après-midi. Alors, il y avait encore ici une dame, et puis je rendrai la parole aux trois personnes intervenantes de ce matin. Merci. Ici, vous m'entendez? Oui. Donc moi, j'avais simplement deux remarques. Le fait que je prends souvent les transports en commun et pourquoi les gens ne se parlent plus comme avant, parce qu'ils sont toujours branchés sur leur téléphone ou ils ont les oreilles bouchées par les écouteurs et donc c'est impossible de se parler. Et donc rares sont les personnes qui se parlent encore, c'est très regrettable et pour ça les téléphones ont fait beaucoup de dégâts et les réseaux sociaux aussi. On ne s'informe plus que sur les réseaux sociaux, hélas. La deuxième remarque est plus positive, c'est que la remarque des graines qu'on conservait dans le temps, moi j'ai connu cela, j'ai eu ce bonheur. Mes parents cultivaient l'été et ils faisaient des conserves dans les années 50, juste après la guerre, parce que c'était encore nécessaire. Et il ne faut pas désespérer, parce qu'à Bruxelles aussi, nous avons des collectifs, certes, nous ne sommes pas des quantités, mais ça percole. Ça s'appelle les jardins semenciers bruxellois. Nous cultivons dans nos jardins et nous distribuons les graines récoltées en essayant de conserver les bonnes sortes pour le climat.
Et nous avons ici même, le 4 février, une distribution de graines de nos jardins potagers. Il y a un site passeur de semences. Merci. Voilà la bonne nouvelle. Super, ça. Merci de partager ces ressources. Voilà, qui parmi vous? Je vais peut-être commencer par l'abstrait, et puis... Non, je vais essayer d'être courte. Je vais essayer de grouper un peu les réponses sur la question que c'est difficile de parler de sobriété dans des pays qui sont des pays de la pénurie, disons, ou de ce qu'on considère du non-développement ou du sous-développement. Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est pour ça que j'ai remis en cause ce qui me paraît être quand même beaucoup l'idée dominante actuelle de la sobriété, qui est quelque chose qui est une injonction lancée à des consommateurs individuels qui ont effectivement la possibilité de restreindre leur consommation. Bon, et c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est une mauvaise définition, il faut repartir d'autres choses. Et je crois que les deux autres intervenantes, finalement, le terme de sobriété est assez peu revenu. Hein. C'est-à-dire que si on pense que c'est pas une question de décision individuelle plus ou moins libre, plus ou moins contrainte, mais que c'est une question d'organisation sociale, de lien entre production et consommation, de mode d'existence en société, à ce moment-là, bon, on n'a plus besoin de définir la sobriété comme une vertu qu'il va falloir s'imposer. Bon, c'était la première chose. La deuxième chose sur qu'est-ce qu'on préfère reprendre des vêtements déjà portés ou aller les acheter à l'endroit où on les vend pas cher mais où on peut en changer souvent. Je dirais qu'un des problèmes, je pense, des injonctions actuelles à la sobriété, c'est qu'elles viennent à la fois de gouvernants, donc qui sont en général un peu dans l'abondance, et ça vient aussi de pays riches, hein, et qui disent à d'autres: ah ben oui, nous on a tout eu, mais vous c'est fini. Hein. Va falloir apprendre à vivre autrement. Alors il y a à ça à prendre en charge et à réfléchir sur le fait qu'on ne peut pas dire simplement la consommation c'est vilain. Il faut proposer d'autres choses, et je crois que ce qui a été présenté comme d'autres modes de vie, c'était pas une façon de dire renoncer à la consommation, c'était une façon de dire essayer de vivre autrement. Et ça me paraît important. Et donc, austérité, toute l'histoire de la philosophie, non. Enfin, je vais aller vite. Hein. Mais la philosophie de l'Antiquité, et dont Thomas More hérite, hein, c'est aussi pour ça que j'ai parlé de Thomas More, est une philosophie du bonheur, du plaisir. Alors, on discute beaucoup sur quel type de plaisir, etc. Mais donc, ce n'est pas du tout une philosophie du plus on se prive, mieux c'est. Hein. Dans ces philosophies grecques et latines, l'évidence, c'est qu'on veut être heureux, pas qu'on veut se priver. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, moi, par austérité, j'entendais privation. Alors, soit, bon, la pauvreté, c'est-à-dire effectivement manquer, alors là aussi, il y a plusieurs définitions de la pauvreté, mais disons, manquer de ce que socialement on considère comme nécessaire à tous. Hein. Il y a des pays où si tout le monde va pieds nus, avoir des chaussures, c'est pas ne pas avoir de chaussures, c'est être pauvre. Dans des pays où on a des chaussures, aller pieds nus, c'est être pauvre. Donc il n'y a pas forcément une définition absolue de la pauvreté, mais réduire, donc proposer la sobriété comme être au niveau de ce qui manque par rapport à l'entente sociale sur ce qu'il faut pour avoir assez, eh bien, c'est pas ça la sobriété. Donc, de ce point de vue-là, la sobriété, c'est pas l'austérité. Et alors, je rajouterais aussi, il y a des valorisations, nous le savons, de l'ascétisme, hein, qui sont très liées au christianisme. Bon, c'est pas ça non plus la sobriété. C'est pour ça que je disais, je commençais en disant, je crois que finalement, c'est des références antiques. Hein. C'est vivre heureux dans le bien-être
entre deux excès qui sont la privation et qui sont le gaspillage. Le fameux corridor. Alors, je voudrais revenir à la question de la consommation Primark. C'est un écueil, hein, évidemment, parce que ça dépasse c'est une réalité que certaines catégories ou certaines personnes sont tentées par la consommation discount et prix bas. Et j'allais dire, c'est fait volontairement pour faire consommer. Mais moi, je serais plus optimiste parce que je trouve que malheureusement, pour les réseaux sociaux, il y a un aspect positif, c'est que certains réseaux sociaux politisent énormément les jeunes. On ne s'en rend pas compte, mais quand même suivre dans les réseaux sociaux des personnalités qui appellent au boycott parce qu'il y a de l'exploitation en Chine, etc., ça existe. Comme les jeunes aiment bien consommer des produits de marque et de luxe, et comme c'est inaccessible aujourd'hui, ils se dirigent plus vers des circuits justement de vintage ou de revente, etc., où ils peuvent les acquérir à moindre prix, et donc ils sortent du circuit de la consommation. Donc c'est vrai que c'est un écueil d'être tenté d'acheter pas cher, mais je crois que j'ai très confiance dans la jeunesse qui aujourd'hui manifeste. J'étais très surprise par la quantité de jeunes présentes dans les manifestations pour le climat, par exemple, parce que l'angoisse est palpable, parce qu'ils mesurent les risques écologiques, parce qu'ils savent que les ressources sont limitées, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une société de consommation à outrance. Il y a cette conscience politique un peu partout chez les jeunes, et c'est les réseaux sociaux qui les rassemblent, indépendamment des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Et je crois que leur mode de consommation vont être impactés par cela. Je veux garder cette confiance absolument. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à la sobriété imposée. Je parlais tout à l'heure de la question de politiser le renoncement. Politiser le renoncement, c'est aussi une façon de ne pas penser le renoncement comme quelque chose de triste ou de contraint, mais justement, lui donner la dimension politique, c'est lui donner la dimension collective, c'est-à-dire c'est un mouvement qui engage une population ou la planète entière, ou que sais-je, dans quelque chose qui va shifter de la société de consommation à outrance à plus d'action non capitaliste enrichissante, une forme de consommation non capitaliste pour donner du sens à la vie, qui fait que renoncer n'est pas vécu comme quelque chose de malheureux, comme quand certains arrêtent de fumer, par exemple, ils pensent qu'ils renoncent au tabac, alors qu'en fait c'est une victoire contre la dépendance à la nicotine. C'est une vue de l'esprit. Politiser le renoncement, c'est de se dire, nous avons bien fait tous ensemble, comme nous sommes en tant que communauté humaine, de renoncer à cela, parce que nous trouvons mieux ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres modes de consommation non capitalistes, dans d'autres espaces de lien. Vous disiez tout à l'heure que les gens ne se parlent plus dans les transports en commun, effectivement. Mais est-ce qu'il y a d'autres lieux où ils peuvent se retrouver pour parler, pour méditer, pour pratiquer ensemble des activités, etc. C'est très compliqué parce que tout est marchand quasiment. C'est difficile de trouver des lieux de non-consommation. Et juste pour finir, tout à l'heure, vous parliez de l'importance de pouvoir consommer en bas de chez soi. Il y avait une expérience comme ça menée par une association des femmes relais à Gennevilliers qui était très intéressante parce qu'elles n'y croyaient pas en fait. Et elles ont eu comme ça un don de bacs, de grands bacs qu'elles ont décidé de mettre sur les trottoirs. Et puis elles se sont dit, on va semer des patates, des oignons, on verra bien. De toute façon, ça risque d'être saccagé dans la nuit, mais on verra bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que les gens du quartier ont pris soin de ces espaces de culture et finalement ont fini par venir se servir à tour de rôle de manière très raisonnée, etc. Et ça a créé un lieu où les gens se retrouvaient autour de cette culture pour échanger, partager, retrouver des savoirs. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, voilà, il suffisait d'aller en bas de chez soi pour prendre son kilo de pommes de terre et puis laisser le voisin le prendre la semaine d'après. Voilà, c'était
une histoire que j'ai trouvée assez intéressante. Pour rebondir sur les trajets, qu'est-ce qui se passe quand les trajets sont plus des veilles sur le territoire et des mises en lien des gens? C'est très exactement ce qu'on vit dans nos sociétés très urbaines et très portabilisées. Il se trouve que je n'ai pas de téléphone portable, par contre je suis très connectée sur Internet, hein, donc je n'échappe absolument pas aux ondes, mais du coup ça me frappe beaucoup, effectivement. Et donc quand je repense aussi à ce que j'ai pu observer et éprouver dans des zones sans voiture, contraintes, hein, comme la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes pendant un temps limité, mais enfin qui a été peu motorisé, et donc à quel point les trajets dans cette zone étaient à la fois des moyens de s'informer les uns des autres, mais aussi de regarder la vache ici, la ruche là, et donc avoir un rapport à l'espace de veille collective, c'est le soin environnemental de base, et ce qui s'opère exactement de la même manière quand on plante en bas de chez soi dans un espace public. Il y a donc toute une série de gens qui ne sont pas dans un régime de prédation irrationnel, comme on voudrait nous le faire croire, mais au contraire de soins collectifs. Et donc c'est vraiment des preuves des capacités de coopération assez importantes. Et donc ça... C'est pour rebondir aussi sur la question de la consommation induite par le fait d'avoir été privé, de ne pas être au même, de ne pas avoir été privé, de ne pas avoir eu accès à la société de consommation. C'est le lien entre privation d'accès à la subsistance remplacé par l'accès à la consommation. Et je pense que si les États mettaient à disposition des tonnes de lopin de terre, je pense qu'assez rapidement, il y aurait plein de gens qui préféreraient entre des piles de vêtements et des piles de terre. Les piles de terre, et à commencer par les jeunes qui sont, eux, dans l'espace public et qui aiment avoir ces espaces à eux. Et donc ça me semble plutôt une expérimentation à produire. Et pour finir, peut-être, le seul endroit où je pense qu'il ne faut pas être sobre, c'est la production de tractopelles et de bulldozers pour casser le bitume. Voilà. On est d'accord. Voilà une conclusion déjà. Merci. Un deuxième tour de parole. Je vois qu'il y a un monsieur là qui... Non. Je vais commencer ici Par par dessus, madame. vous voyez ou pas? Alors, Muriel, monsieur... Je rigole plus grand-chose. Claudine aussi, oui, voilà. Merci. Bonjour. J'ai deux petites choses à dire et une question. D'abord, je voudrais vous remercier, Geneviève Prévost, pour votre livre, parce que franchement, moi, j'ai eu un plaisir à le lire, je le recommande, tant il fait lien entre les approches, les philosophies écologistes, sociales, les expériences surtout aussi, et le féminisme de la subsistance et l'écoféminisme. Donc pour moi, c'était vraiment une relecture intéressante. La deuxième chose, j'ai eu l'occasion de faire une recherche pour un centre d'archives sur les jardins ouvriers, donc l'évolution des jardins ouvriers devenus jardins collectifs, partagés, etc. Et j'étais frappée de voir les différences d'accès à la terre. Vous avez parlé d'accès au patrimoine, au territoire, à la terre, au sol. Et donc, je me demandais, et ça c'est ma question, dans les alternatives radicales que vous avez étudiées, quelles sont les stratégies et quelles sont les façons de faire ce lien au sol, au territoire? Est-ce que c'est varié? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Voilà. Merci. Ça circule tout seul. Bonjour. Je voudrais utiliser un mot qui est aussi un très vilain mot, enfin à mon sens, que j'ai entendu revenir parfois récemment, c'est le rationnement. Et j'aurais bien voulu avoir ce que ça évoque pour vous, mesdames, ce terme de rationnement. Merci. Tu reprends, Géraldine, il faut remonter un peu là, parce qu'il y a... Je m'excuse à l'avance pour les gens qui n'auront peut-être pas la parole. Oui, voilà, je crois que... Bon, je viens seulement partager quelques expériences. J'étais aux Amis de la Terre et on était en simplicité volontaire et on a rencontré
Christine Mailly, qui est la secrétaire générale sur la précarité en Wallonie. Comment faire pour être pour les gens qui sont en simplicité involontaire? Est-ce que dans un camping où les gens habitent toute l'année, est-ce qu'il y a moyen de faire des jardins partagés? Est-ce qu'il y a moyen de faire des voitures, des véhicules partagés? On n'a pas pu animer ça. De l'autre côté, en Gaume, il y a le centre fait d'asile et un maraîcher que j'ai connu par terre en vue, dont à chaque coopérative de terre pouvait retourner les terres dans ce centre à Stockholm. Donc le gars de la Croix-Rouge a demandé, mais difficulté, les réfugiés changent régulièrement et aussi culturellement, ils ne sont pas prêts et il y a quand même des disputes au point de vue ethnique. Donc ça posait un peu de problème et ça ne s'est fait que 2 ans plus tard. Ce même maraîcher propose au CPAS, la présidente et la directrice, un paquet de carottes et ils disent on veut bien, mais il faut les nettoyer, les peser et les mettre en sac. Donc, il y a quand même des difficultés réelles pour rentrer dans des choses très concrètes. Mais donc aussi, localement, on a créé un Ripper Café dans un centre qui s'appelle Solidarité Virton, où on soutient aussi des gens qui sont plus dans le besoin. Et Christine Mailly disait, de toute façon, simplicité involontaire, les gens y sont déjà, ils ont l'électricité et l'eau qui est réduite, ils ont la mobilité réduite et tout. Donc, il y a quand même tout un travail qui peut être fait. Et on a aussi, j'ai proposé du glanage à mon maraîcher. Il m'a dit, j'ai pas fort envie que les gens viennent déjà chercher les légumes avant que je les ai retournés. Bon, je donne ça comme exemple, mais c'est pour dire c'est important de s'impliquer aussi concrètement dans la sobriété. Tout à fait, merci. Je pense que ce sera un peu le sujet aussi de la deuxième conférence de ce matin. On va parler de justice écologique. Bonjour. On a beaucoup parlé de la notion de sobriété. Oula, désolé, pardon, je parle trop fort. Mais quid de la notion de décroissance? Est-ce que allez, je suppose que ce sont 2 concepts complémentaires. Quelle est la différence entre le principe de sobriété et celui de décroissance? Est-ce que c'est la sobriété forcément dans une économie de décroissance? Mais voilà, je suis étonné qu'on ne parle pas de la décroissance. Et alors, deuxième petite question, vous avez bien insisté sur le fait que ce principe de sobriété doit être un projet collectif et pas uniquement une injonction individuelle, même si individuellement on peut faire des choses. Je vois qu'on oppose aussi souvent la ruralité et les milieux urbains, mais selon vous, comment faire politiquement pour que ce principe de sobriété soit justement un appel à action collective ou une politique publique, et principalement en ville? Politisé, oui, merci. Muriel, là non. Où ça? Il y a Gerkens là. Oui, il y a Gerkens. Et puis j'ai encore... Personne ne l'a vu. Merci. En vous entendant et en nous entendant, j'avais envie d'ajouter un mot entre l'avoir et l'être, qui faisait quand même partie aussi, on doit consommer, on doit avoir, c'est ce qui nous permet éventuellement d'être, et il y a le faire, et le faire ensemble. Et j'aurais voulu j'aurais voulu vous entendre sur cette notion de faire ensemble, parce qu'il me semble que c'est justement quelque chose qui peut amener le sens à partager et redonner peut-être du sens à l'avoir limité pour pouvoir être bien. Merci. Alors, il y avait une dernière prise de parole d'une personne ici au milieu du côté de Géraldine. Tu peux, Simon, lancer. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais le passer. Hein. Vous savez le faire passer? Voilà, ce sera la dernière. Merci à tous et à toutes d'avoir été concises. Merci. Je rebondis un petit peu sur ce que disait monsieur ici par rapport aux politiques locales, parce que Madame Issa, vous parliez de politiser la sobriété au tout début, et puis Madame Prévost sur il faut casser le bitume, et je suis d'accord, mais moi j'ai l'impression que ça passe quand même par des politiques communales, du coup politiques locales, et moi je me questionne parce que je suis engagée politiquement dans ma ville, mais on voit très peu
d'engouement, en tout cas d'émulation, et c'est très difficile d'aller chercher les gens et les jeunes, parce que vous disiez qu'ils étaient fort présents dans les manifestations, mais j'ai l'impression qu'on a quand même encore du mal à politiser et à ramener la question politique auprès des gens dans les communes, alors que j'ai l'impression que c'est en tout cas via ce biais-là qu'on pourrait faire beaucoup de choses au niveau communal. Et donc je me questionne, c'est qu'est-ce qui manque pour rassembler les gens, pour agir au niveau communal, pour que les choses changent. Et donc voilà, je sais, voir si vous avez une idée là-dessus. Merci. Merci. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre vous avez... Toujours l'abstrait, puis après elle. Faut quelqu'un qui se sacrifie. Mais justement pas. Ça se discute, les sujets. Mais moi, je suis bon, c'est mon métier. L'abstrait. Le général. Oui, le rationnement, bon, bien sûr, la référence, c'est la guerre, où il y a des tickets de rationnement. Et j'ai entendu à plusieurs reprises, et généralement des gens qui se réclamaient la décroissance, hein, de dire qu'on avait besoin aussi d'une politique de rationnement et de... Qu'est-ce que c'est le rationnement? C'est quand les quantités sont limitées, il faut les distribuer de façon à ce que tout le monde en ait un peu. Et donc, si on prend l'exemple, je ne sais pas moi, de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, l'Angleterre... alors, il y a longtemps que l'Angleterre a cessé de produire ses aliments, hein, depuis le XVIIIe siècle, en gros. Et le résultat, c'est que pendant les guerres, elle a été dans une situation de pénurie complète, parce qu'elle dépendait complètement de ses colonies. Et quand les liens étaient coupés, eh ben, il y avait très peu, et il fallait le distribuer suivant des principes d'équité plus que d'égalité, hein, pas la même chose pour les enfants, etc., etc. Est-ce qu'on est dans une situation comparable? Est-ce qu'on est dans une situation d'épuisement où il y a une pénurie de ressources qui obligerait à rationner? J'en doute. Je pense que la situation est différente. Et alors j'ajouterais une autre chose, c'est que si on prend, ce qui est la référence, hein, donc les tickets pendant les guerres, c'est des situations courtes. Hein. C'est long. Pour ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ça fait presque 6 ans, c'est long. Mais c'est quand même relativement court. Or, je crois que sur les questions écologiques, nous avons tendance à confondre l'urgence, qui est la nécessité d'agir vite, avec le fait que s'il faut prendre des décisions, c'est pour un temps très long. Hein, qu'on va appeler ça transition, bifurcation, même développement durable, si vous en êtes encore là. Ça va durer, justement. Et donc, ça me paraît très difficile d'imposer un rationnement long. Et donc, du coup, je vais répondre sur la décroissance. Je dirais que quand j'ai commencé en critiquant une conception de la sobriété qui vise les individus de façon non politique dans leur sphère privée et qui ne s'inquiète ni du politique, ni du collectif, ni de l'ensemble de la production, je visais une certaine conception de la décroissance. Je crois que des conceptions de la décroissance, il y en a beaucoup. Moi, je reprendrai celle de Joan Martinez-Allier, hein, l'écologue, économiste écologiste, qui a écrit l'environnement, l'écologie des pauvres, ou l'environnement des pauvres, et qui définit la décroissance comme les luttes dans les pays développés, les mobilisations dans les pays développés contre une production capitaliste d'excès et de gaspillage. Et donc, il en donne une définition politique et pas une définition qui finalement arrive à uniquement viser des actes individuels. Voilà. Je voulais aborder la question de la démobilisation des jeunes sur les questions politiques,
ou la difficulté à mobiliser les jeunes. Bon, je n'ai pas de recette, mais il me semble que c'est un moment où il va falloir être très créatif au niveau politique, parce que les jeunes rejettent les modes d'organisation classiques tels qu'on les entend. Ils rejettent les conférences, les intellectuels, etc. Et des modes d'organisation qui ne fonctionnent plus avec les attentes des jeunes aujourd'hui. C'est plutôt une tendance à être dans l'immédiateté, dans la joie, la fête. Alors pourquoi pas imaginer une politique avec les jeunes centrée sur leur corps, sur la joie d'être ensemble, sur la fête, sur quelque chose qui soit plus porteur et qui ramène de l'optimisme auprès d'eux pour pouvoir les intéresser au sujet, plutôt que des rencontres politiques classiques. Je le sais d'expérience parce que je travaille beaucoup avec les jeunes, et ce qui les intéresse, c'est quand même, il y a un retour sur la question du corps dans l'environnement, sur les rapports sociaux, sur les rapports de domination, sur les violences, et par extension sur les questions environnementales. Mais il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être dans cette abstraction ou cet altruisme d'aller se mobiliser pour l'environnement, alors même que des questions qui les préoccupent au plus près ne sont pas travaillées. J'ai eu la chance d'intervenir dans de nombreuses formations féministes pour des jeunes femmes en France et dans les pays du Maghreb, et je dois dire qu'on avait opté justement pour faire 20% théorie, 80% de travail sur le corps, de travail, enfin de pratiques communes, de yoga, de danse, etc. Et j'avoue que la partie la plus productive fut celle-là, c'est les 80%, où on a des discussions, où les barrières tombent, où on arrive à parler de l'intime, et à partir de l'intime, construire le politique. Et les formations donnent des résultats incroyables, puisque les jeunes femmes que nous avons formées finissent par créer des collectifs, par s'engager, alors qu'elles ne l'étaient pas forcément au départ. Elles venaient juste s'informer sur leurs droits, etc. Mais comme ça, parce qu'elles ont été invitées à le faire. Mais au final, comme il y a quelque chose de l'ordre du lien intime qui s'est construit, de la convivialité, du travail sur le corps et l'émotion, eh bien, c'est à partir du corps et de l'émotion qu'elles sont entrées en politique. Et je crois que c'est très important pour cette nouvelle génération. En tout cas, pour pouvoir donner un panel de possibilités, enfin, qui marche, puisque c'est aussi et des différentes échelles qu'il faut prendre en compte. Il faut multiplier à la fois les enquêtes et aussi les témoignages, donc toutes les personnes ici, si vous pouvez prendre sur le terrain et prendre toutes les notes possibles, recueillir tous les témoignages possibles, pour aussi sortir de l'invisibilité, en fait, quelque chose qui est plus que florissant, en fait, qui est très, très actif. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça, c'est déjà, je vois bien que c'est déjà, mais ça implique de prendre un peu de temps aussi, et ce qui manque. Du coup, moi, je ne peux pas, je peux juste énoncer quelques éléments par rapport aux enquêtes circonscrites que j'ai faites, mais ce que je constate, c'est que effectivement, le niveau communal est fondamental. Parce qu'en fait, c'est assez connu aussi en sciences politiques que c'est l'échelon politique le plus proche des gens qui vivent au quotidien et qui ont des tas de choses à faire. C'est le premier guichet, en fait, et c'est le plus important. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est je me suis intéressée aussi au régime de propriété. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les alternatives, c'est en quantité la prédominance de la propriété privée, en fait, qui va ensuite être mis en commun, mais parce qu'en fait, l'achat collectif prend beaucoup de temps. Il faut créer le collectif. Une fois sur deux, le collectif se dissout avant même d'avoir pu acheter quoi que ce soit, ou n'arrive pas à trouver les statuts qui sont évidemment faits exprès pour rendre compliqués les... Donc là, il y a une inventivité juridique qui
à développer, mais en attendant, quand on est face à des formes d'ici et maintenant et de déployer rapidement des alternatives concrètes, moi, ce que j'ai vu de plus rapide et efficace, c'est l'achat en propriété privée, donc à une personne ou deux de terrains agricoles non constructibles sur lesquels il y aurait de l'habitat illégal. Et enfin, en tout cas, en France, c'est ainsi. Et ensuite, les questions se posent après. Et donc, ce rapport, et ensuite se mettent en place des formules de mise à disposition. J'ai appelé ça dans le livre tome 2 de Quotidien politique qui s'appelle La subsistance au quotidien, où je fais une plongée monographique dans un groupe qui vient principalement en habitat léger, en faisant de l'ethnocomptabilité pour savoir tout ce qui rentre, tout ce qui sort économiquement, les réseaux militants aussi qui se mettent en place. Parce qu'en fait, pour répondre à votre question, rien de tel que de s'enfouir dans un lieu, de le labourer pour voir finement tous les leviers qui sont activés. Et ça vaut pour ce lieu, et éventuellement, ça peut donner des points communs pour d'autres qui fonctionneraient de cette manière-là. Donc, donc ce que je vois, moi, c'est le plus rapide, c'est cette technique-là. On achète et on met à disposition. Ce qui pose une autre question qui est la transmission, c'est-à-dire il faut que quand les personnes s'en vont, les héritiers récupèrent pas. Donc ça pose des vrais problèmes pratiques. Et l'autre point, c'est que ça permet aussi le nomadisme, parce que ça, c'est un autre élément très très important. Enfin, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que se relocaliser, ce n'est pas, c'est se sédentariser, effectivement, mais ça veut pas, ça va de pair en fait avec un accroissement du nomadisme également. Les deux vont ensemble. Et donc là, l'expérimentation qui était racontée de personnes, et en fait, les populations paysannes ont toujours fonctionné avec une grosse part de nomadisme. Le colporteur, c'est pas une petite figure. Le saisonnier, c'est pas une petite figure. Et c'est des maisonnées entières qui se déplacent d'une région à l'autre. Et on parlait du urbain et du rural. C'est très récent que l'urbanité n'est plus en lien direct avec une ruralité nourricière. Jusqu'à peu de temps, tous les trajets, tous les bus étaient remplis de gens avec des fromages, des poules sur les genoux, et ça transitait tout à fait concrètement de la ville à la campagne. Et aller à la ville, c'était avoir un bout à la campagne, et aller à la campagne, c'était être sûr d'être reçu en ville. Donc la coupure rural-urbain est une invention de la modernité, très entretenue, et qui ne correspond pas du tout. Et donc on voit bien comment en tout cas cette coupure-là n'est pas opératoire quand on repense en termes de cycle de subsistance. Par contre, du coup, ce qui va manquer, c'est les terres pour cette circulation-là. Oui, donc des bouts de canapé, des ateliers où il y a du turnover, parce que les gens bougent, et par contre, des lieux restent. Et ça me paraît aussi une des formules qui est de rétablir des liens nourriciers pour des gens en mouvement. Et ça, c'est typiquement ce que moi j'ai observé sur tous mes terrains d'enquête, mais qu'on voit aussi bien dans les terres en lutte que dans les terres d'écolieux, où il y a toujours le bout de camion. Et c'est ce qu'on voit dans les pays du Sud, où l'hospitalité est un principe fondamental, en fait, non pas hospitalité avec des gens de son clan méconnus, mais hospitalité envers l'étranger. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point important qui permet de ne pas réifier toute forme de remise en route de cycle de subsistance du côté d'une société paysanne hyper qu'on rigidifie alors qu'elle est au contraire très circulante. On est sobre. Non, je vous laisse quand même une phrase. On est sobre. Non, mais je crois que la sobriété, c'est savoir s'arrêter. On a dit, tu peux plus rien dire après ça aussi. Et toi, Geneviève okay. Donc, je vais conclure pendant un petit quart d'heure. Non, je rigole parce qu'on va laisser le temps et dans une question de justice, de redistributive de l'espace de parole au prochain moment de conférence qui aura lieu dans un petit quart d'heure. Quand même, il y a des liens pour les personnes qui étaient là hier et qui seront là pendant les 4 jours. Il y a des liens à faire entre les différentes conférences. Tu veux dire quelque chose ? Ah, je dois prendre le micro comme ça ? Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que Delphine veut me dire, mais on peut déjà la remercier de l'organisation de toutes ces rencontres. Allez, on l'applaudit bien fort. Merci Delphine. Ça vous bougeait un peu. Et surtout,
Merci à vous d'avoir posé ces questions pertinentes, d'avoir pris un moment d'échange entre vous. Merci Geneviève, beaucoup. Moi, c'est Bruno Latour qui m'a conseillé, enfin, en l'écoutant sur France Inter, de lire votre livre comme un témoignage de toutes ces luttes en marche à partir du territoire, à partir aussi de la question de l'innovation, de la justice. Ça, c'est la conférence suivante. Merci Catherine de nous avoir remis en tête aussi, par ailleurs, toutes les notions d'écoféminisme. Donc son livre sur l'écoféminisme est ici en vente aussi. Merci Nadia pour tout ce que tu nous apportes et toute la recherche à laquelle tu as contribué. Donc nous, au Monde selon les femmes, on prépare un autre tome d'ici 2 ans. Donc si vous avez envie de faire une recherche participative sur la question des droits, nous sommes là, Sophie Charlier coordonne ça. Et voilà, on a la chance d'avoir un peu de moyens pour le faire, un peu. Hein. Voilà, merci à tous. Dans 10 minutes, on recommence ici. Merci Claudine.